peut-être, alors, pardon, j'ai un truc qui est apparu sur mon écran en même temps. Donc Nicolas Grandouillet, je suis responsable du service social du cabinet BBM et je profite pour introduire très rapidement le cabinet. Aujourd'hui, donc c'est un cabinet, historiquement un cabinet d'expertise comptable, mais qui aujourd'hui a plutôt vocation à se diversifier sur plein de sujets différents. Et on fait donc de la production de comptabilité, de la production de paye, comme on peut le voir dans tous les cabinets comptables de France. Mais on a l'idée de pouvoir aller sur plein d'autres choses. Donc on fait aussi beaucoup de choses autour du service, notamment l'audit, le RSE, tout ce qui est financement de l'innovation et de la mise en place d'outils RH, par exemple, qu'on va pouvoir développer chez nos clients. Pour terminer sur la présentation rapide du cabinet, on est présent sur une dizaine de sites et historiquement plutôt sur le sillon alpin, même si aujourd'hui on est aussi présent autour de Lyon, de Bastia, de Caen et du Havre. Et je propose du coup à Clara de prendre la suite pour se présenter. Bonjour à tous, donc Clara Lointier, je suis juriste donc spécialisée en droit du travail. J'appartiens donc au service juridique de BBM qui est composé de 3 personnes. Donc Claire Antossi qui est la responsable actuellement au congé maternité et Adeline Mahalin qui est juriste en droit du travail également. Donc on accompagne les clients du cabinet sur toutes leurs problématiques en droit social et en droit de la protection sociale. On réalise également des audits sociaux, voilà, de conformité. On conseille nos clients voilà, dans l'application du droit du travail et on intervient également en support de l'équipe des gestionnaires paye de BBM voilà, pour accompagner au mieux nos clients. Voilà, et je laisse la parole à Adèle. Bonjour à tous. Donc, je suis Adèle Anani, manager social au sein du cabinet BBM. Et moi, j'interviens sur des sujets techniques liés à la paye et plus globalement, j'interviens auprès des équipes et des clients sur tout ce qui touche aux évolutions paye et sociale dans nos pratiques quotidiennes. Merci Clara, merci Adeline. On était parti dans l'idée que, comme finalement nous sommes peu nombreux, on pouvait profiter de ce début de réunion pour faire un petit tour de table pour bien comprendre qui en a en face de nous. Donc si ça ne vous ennuie pas, on serait assez partant pour que vous puissiez faire tous une petite présentation de vous-même. L'idée c'est qu'on sache qui êtes-vous, enfin qui vous êtes, votre poste et puis la taille de la structure, ça peut être intéressant pour la suite. Magali, on vous laisse démarrer? Oui. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Magali Raffier, je suis chargée RH. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je suis chargée RH au sein d'APF Entreprises, donc située à Échirolles et qui emploie 70% de personnes en situation de handicap. Ok. Merci Magali. Séverine, on vous donne la parole? Oui, bonjour, je suis désolée, j'ai changé de salle parce que j'étais dans un bureau en open space et je n'avais pas pensé que je devais intervenir, donc je viens de m'isoler. Eh ben, écoutez, moi, je vous découvre pas la BBM, je vous connais bien parce que vous nous accompagnez sur l'internalisation de notre paye chez Innovalp depuis octobre 2024 et puis avant, effectivement, sur tout ce qui était externalisation. Donc Nicolas, Adèle, je pense que voilà, on s'est déjà rencontrés. Oui. Donc moi, je suis responsable RH de l'entreprise Innovalp. On est sur le plateau Mathésin et on a une 50aine de collaborateurs. Et merci Ecobis d'avoir proposé ce petit temps de décryptage. C'est vrai qu'on voit les décrets d'application là tomber les uns après les autres et voilà. En disant c'est rétroactif au 1er février, cool. Donc je me suis dit ça serait très bien d'y assister et de refaire un petit focus sur ça. Super, merci Séverine. Voilà. Cédric, il ne reste plus que vous. Il reste que moi. Bonjour, Cédric Cordel, donc je suis enseignant de gestion à l'Université Grenoble-Alpes, au département GEA de l'IT2. Donc voilà, je viens prendre un peu le pouls, voir les décryptages. Là, on va passer beaucoup de choses, mais voilà, un petit point technique opérationnel extrêmement intéressant pour nous à l'université. Eh bien, avec plaisir. Adèle, je te laisse te lancer. Bien sûr, bien sûr. Donc, on va aborder dans cette petite heure qui nous reste
Différents thèmes, les apprentis, les allègements généraux de cotisation, le prélèvement à la source, les exonérations de cotisation pourboire, donc les nouveautés concernant les taux accidents de travail, la réforme des IJSS maladie, qui va avoir un gros impact pour les employeurs, les frais de transport domicile de travail, le nouveau dispositif APLD rebond et les avantages en nature véhicule, le nouveau dispositif et les nouveaux calculs. Et on mettra à la fin la diapositive des autres mesures qui concernent la loi de finances. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par les apprentis. Donc, au niveau des apprentis, c'est un sujet qui est simple en apparence, mais qui change pas mal de choses depuis le 1er mars. Il faut savoir qu'avant le 1er mars, un apprenti était exonéré de cotisation salariale jusqu'à hauteur de 79% du SMIC. Et il n'y avait aucune CSG ni au-dessus des 79%, ni en dessous. Ni en dessous du seuil de 79%. Et c'est-à-dire qu'en fait, qu'un salarié qui était rémunéré jusqu'à hauteur de 79% du SMIC, il avait un salaire brut qui était quasiment égal à son salaire net. Et ce que vient apporter la loi de finances au 1er mars, c'est que cette exonération est maintenant limitée à 50% du SMIC. Et c'est là que ça devient beaucoup moins intéressant, et surtout pour les apprentis. Concrètement, jusqu'à hauteur de 50% du SMIC, le brut est égal au net, mais dès qu'on dépasse ce seuil, on active les cotisations, pour entrer dans le détail, c'est des cotisations vieillesse, retraite complémentaire et CSG. Et résultat, l'apprenti voit son aide beaucoup, beaucoup diminuer. Et là, je vais vous montrer un exemple. Donc, on voit que en fait, le coût global employeur ne change pas. Donc, mais par contre, à partir des contrats conclus au 1er mars 2025, on a le salarié qui voit sa rémunération baisser. Donc, on passe par exemple pour un salarié qui est au SMIC, donc 11,88 € de l'heure. On n'est pas à 1 707 € net, mais à 1 557 € net. Donc, ça va légèrement augmenter le coût employeur, voire pas du tout, dans certains cas. Et le net perçu par l'apprenti baisse de manière significative. Et ça, il faut savoir que c'est pour les contrats conclus à compter du 1er mars. Donc, pour les contrats conclus avant le 1er mars, l'exonération précédente, donc des 79% du SMIC, reste applicable. Concernant les aides à l'apprentissage, donc pareil, le régime des aides à l'apprentissage évolue suite à un décret du 22 février. Donc, pour tous les contrats d'apprentissage qui sont conclus à compter du 24 février, on a des modifications dans les aides qui peuvent être perçues par les entreprises. Donc, étant donné l'effectif de vos sociétés inférieur à 250 salariés, je vais présenter uniquement les aides qui sont possibles au vu de votre effectif. Donc, comme vous le savez peut-être, l'aide, elle va différer selon le niveau de diplôme qui est préparé par l'apprenti. Donc, pour les diplômes au plus équivalent au baccalauréat, donc qui correspondent à un niveau 4, l'aide unique passe de 6 000 € à 5 000 €. Donc, elle est diminuée de 1 000 € pour tous les contrats conclus à compter du 24 février. Et pour les contrats d'apprentissage qui préparent un diplôme de niveau 5, ce qui correspond à un bac plus 2 jusqu'à un bac plus 5, donc un niveau 7, là, on a un rétablissement d'une aide exceptionnelle de 5 000 € pour la première année du contrat. Petite précision, pour les personnes handicapées, le montant de l'aide unique, elle reste bien fixée à 6 000 €, que ce soit l'aide unique ou l'aide exceptionnelle. Et enfin, on vous rappelle qu'il faut bien transmettre à l'OPCO plus tard dans les 6 mois de sa conclusion le contrat pour pouvoir bénéficier des aides. Donc, dans la slide d'après, on a inséré un tableau récapitulatif des aides selon l'effectif de l'entreprise, selon le diplôme préparé. Et voilà, vous verrez les évolutions des aides depuis le 24 février 2025. Voilà, synthétise.
Là, on va passer aux allègements généraux de cotisation patronale. Là aussi, la loi de finances n'a pas été clémente avec les employeurs. On a un gros pavé là-dessus. Donc, la loi prévoit une réforme progressive des allègements généraux de cotisation patronale. Et cette évolution va se faire en deux étapes. Donc, il y aura une première étape en 2025, donc, qui démarre le 1er janvier 2025, puis une refonte complète dès le 1er janvier 2026, dont on attend les décrets d'application fin d'année. Donc, il y a 3 dispositifs qui sont concernés: la réduction générale des cotisations patronales, la réduction des taux de cotisation patronale maladie et enfin la réduction du taux de cotisation patronale allocation familiale. On va voir en détail pour chacun des 3 les conséquences. Tout d'abord, pour la réduction générale de cotisation, ce qu'on appelait auparavant la réduction Fillon, elle reste toujours en place. Qu'est-ce que c'est? D'une manière simplifiée, il s'agit d'un dispositif qui permet d'alléger les charges pour les bas et moyens salaires, donc charges patronales bas et moyens salaires. Le taux d'allègement est à son maximum lorsqu'on rémunère le salarié au SMIC et devient de plus en plus dégressif lorsqu'on atteint 1,6 SMIC. Donc à 2 883 €, on atteint un allègement de charge à 0. Il faut savoir que la formule reste inchangée en 2025, mais grosse évolution, on y intègre la PPV, la prime partage de la valeur. Et là, c'est un vrai impact parce que si vous versez une PPV ou que vous la placez sur un plan d'épargne, vous réduisez le montant de l'exonération. C'est un peu vicieux parce qu'on ne le voit pas concrètement sur la cotisation, enfin sur la PPV en elle-même, mais on va la voir sur la réduction générale de cotisation. Et là, on peut voir dans l'exemple, on a 2 exemples. Dans le premier exemple, on a une rémunération pour un salarié à temps plein, 35 heures par semaine, à 33 000 € à l'année. Donc, avant la réforme, avec une PPV à 2 000 €, on a une réduction générale de cotisation annuelle à 858 €. Et après la réforme, donc dès le 1er janvier 2025, on a une réduction générale à 0, donc on a une perte pour l'employeur à 858 € pour un salarié. Même type d'exemple sur un autre salarié qui est proche du SMIC, à 26 000 € à l'année, pour lequel on verse une PPV à 2 000 €. Avant la réforme, l'employeur bénéficiait d'une réduction générale pour ce salarié à 4 633 € et en passant sur la nouvelle réforme, donc on a une réduction générale qui baisse à 3 556 €, soit une perte pour l'employeur de 1 077 € pour un seul salarié. Donc ça peut être énorme pour l'employeur en termes de coût annuel. L'autre dispositif, ça concerne la réduction des exonérations de cotisations salariales cotisation patronale assurance maladie. Il faut savoir que la réduction de charges, il s'agit de bénéficier d'un taux de cotisation à 7 % au lieu de 13 % si on ne dépasse pas un certain seuil de rémunération. Donc jusqu'à présent, donc jusqu'au 31 décembre 2024, le seuil était de 2,5 SMIC. Donc pour les salariés qui étaient inférieurs à ce plafond, on avait un taux réduit à 7 % et lorsqu'on dépassait ce plafond, on rattrapait toute l'année et on avait un taux de cotisation total à 13 %. Aujourd'hui, dès le 1er janvier 2025, le seuil est abaissé à 2,25 SMIC et donc ça va encadrer beaucoup plus de salariés qu'auparavant. Donc tous les salariés qui ont un salaire égal ou plus à 48 680 € à l'année vont avoir un taux majoré, donc un taux total de 13 % pour ce qui concerne la cotisation assurance maladie. Là aussi, gros impact pour les employeurs. Et enfin, dans le troisième dispositif, on a la cotisation allocation familiale. C'est le même principe. Il s'agit de bénéficier d'un taux de cotisation à 3,45 % au lieu de 5,25 % si on ne dépasse pas un certain seuil de rémunération.
Et ce seuil de rémunération se voit réduit au 1er janvier 2025. On passe de 3,5 SMIC à 3,3 SMIC. Donc, tous les salariés qui dépassaient 73 000 euros ou 71 000 euros en 2025 voient leur rémunération soumise en cotisation patronale à 5,25 au lieu de 3,45. Donc, ces trois dispositifs qu'on a vus, on l'a dit, en 2026, on change tout. On fusionne tous les allègements maladie, famille et réduction générale pour avoir une seule et unique formule pour, entre guillemets, simplifier la présentation du bulletin. Merci Adèle. Maintenant qu'on a expliqué à tout le monde que ça coûterait beaucoup plus cher d'employer des collaborateurs, deux petits points complémentaires. Le prélèvement à la source. Donc, les nouveaux taux neutres de prélèvement à la source sont parus. Ils seront applicables à compter du 1er mai 2025. Concrètement, qu'est-ce que c'est que le taux neutre pour le prélèvement à la source? Eh bien, finalement, le taux neutre, c'est un taux qui est appliqué par défaut, qui n'est pas le taux personnalisé de votre salarié. Et ça permet de préserver la confidentialité des autres revenus, par exemple, que pourrait avoir un de vos salariés. Donc, c'est quand effectivement le salarié décide de ne pas transmettre via son espace DGFIP son taux personnalisé et que vous appliquez ce qu'on appelle le taux neutre. Donc, ces taux changent, sont applicables à partir du 1er mai 2025 et c'est des taux qui sont fixes et qui sont applicables en fonction du revenu mensuel de chacun des salariés. Sur la slide suivante, on vous a présenté l'ensemble des taux neutres qui sont valables soit pour les salariés domiciliés en France, soit pour les salariés domiciliés dans les DOM-TOM avec les grilles de rémunération. En soi, normalement, ces informations-là, elles sont calculées par votre logiciel, elles sont intégrées dans le logiciel. Donc, théoriquement, ce n'est pas des choses que vous devez manipuler particulièrement. Et puis, le sujet suivant concerne les exonérations sur les cotisations pour les pourboires. Enfin, les exonérations de cotisation, pardon, sur les pourboires. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis une loi qui date de 2022, les pourboires volontaires bénéficient d'une exonération de cotisation sociale. C'est une exonération qui était temporaire, qui était uniquement valable du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024. Et la nouvelle loi de finances prolonge cette exonération jusqu'au 31 décembre 2025. Concrètement, pour bénéficier de cette exonération de cotisation, il faut respecter 3 critères. Le premier critère concerne les bénéficiaires. Il faut que ce soit des salariés qui sont en contact direct avec la clientèle. Notamment, on retrouve les collaborateurs de l'hôtellerie, de la restauration, de la coiffure. Il faut que la rémunération du salarié soit inférieure à 1,6 fois le SMIC pour pouvoir en bénéficier. Et enfin, la nature des pourboires, là pour le coup c'est assez large puisque c'est des pourboires qui doivent être versés soit directement aux salariés, soit auprès de l'employeur, comme on peut le voir parfois dans les restaurants, une petite caisse commune. Alors ça peut paraître un peu étonnant, mais effectivement, historiquement, c'était quand même pas quelque chose d'existant. Les pourboires devaient être soumis à cotisation, et c'est bien que depuis 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 qu'il y a cette exonération. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce qui va se passer par la suite, savoir si ce serait prolongé ou non. Là, petit point opérationnel, les taux AT1MP, comme la loi de finances n'a pas été adoptée dans les temps, les arrêtés d'extension n'ont pas pu sortir et le résultat, c'est que les nouveaux taux s'appliquent à partir du 1er mai. Donc, courant avril, fin avril, chaque employeur va être notifié pour consulter son taux AT depuis NetEntreprise. Donc, si vous n'avez pas de compte NetEntreprise, c'est le moment de le créer pour pouvoir récupérer son nouveau taux AT. Et il y a un autre moyen de pouvoir le récupérer. Lorsqu'on établit des DSN, on reçoit ce qu'on appelle des comptes rendus métiers. Et on les reçoit par ce biais-là. On va recevoir les nouveaux taux AT applicables au 1er mai 2025. Donc, la seule bonne nouvelle là, qu'on a dans tout ça, c'est que ce n'est pas rétroactif au 1er janvier, mais applicable dès le 1er mai 2025. Une autre réforme qui est difficile à digérer pour les employeurs
et aussi pour les salariés, c'est la réforme des IJSS, maladie, indemnité journalière de sécurité sociale, et qui va coûter cher pour les employeurs. À partir du 1er avril, le plafond des revenus pris en compte pour les indemnités journalières passe de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC. Donc cela va donc concerner beaucoup de salariés car les salaires à partir de 2 522 € vont être concernés, alors qu'auparavant, le plafond était d'environ 3 243 €. Donc concrètement, l'indemnité journalière qui était plafonnée jusqu'à 53,31 € par jour va l'être à hauteur de 41,47 € pour les arrêts qui débutent à compter du 1er avril. Donc les arrêts de travail qui étaient en cours, qui ont débuté avant le 1er avril et qui sont prolongés courant avril, bénéficient des anciens taux, donc du taux plafonné à 53,31 €. Donc ça veut dire quoi concrètement? Qu'on va avoir une diminution du montant des indemnités journalières pour les salariés rémunérés au-delà de 1,4 SMIC, que pour les salariés qui ne bénéficient pas du maintien de salaire, soit parce qu'ils n'ont pas la condition d'ancienneté, ou soit parce que l'employeur, le maintien obligatoire employeur a pris fin, vont avoir une perte sèche de leur rémunération. Et pour les salariés qui maintiennent le salaire, ils vont avoir une augmentation de la charge employeur parce que le maintien employeur va compenser la baisse des indemnités journalières. Et il va falloir s'attendre très certainement à un effet domino sur les contrats de prévoyance. Et il n'est pas impossible que dès le 1er janvier 2026, qu'on ait des répercussions sur les taux de cotisation prévoyance. Donc, autant pour les salariés que pour l'employeur. Donc, concrètement, là, on a un exemple. Un salarié rémunéré 4 500 € brut par mois, en arrêt maladie du 1er avril au 30 avril. On a une convention collective qui prévoit un maintien de salaire brut de 100% pendant 45 jours, sans délai de carence. Donc, le maintien de salaire pour le mois est de 4 500 €. Avant la réforme, le montant des indemnités journalières était de 1 439 €. Donc, le coût du maintien employeur hors charge patronale et la différence entre le maintien de salaire et les IJSS, on était sur un coût à 3 060 €. Après la réforme, donc des IJSS moins évaluées, moins fortes, on arrive à un coût employeur à 3 380 €. Donc là, ne serait-ce que sur un salarié pour une période d'un mois, on a plus de 10% d'augmentation. Concernant donc la prise en charge du coût d'abonnement pour les frais de transport domicile-lieu de travail, du coup, pour rappel, l'employeur doit prendre en charge au moins 50% du coût des titres d'abonnement. Et depuis 2022, par dérogation, il y avait la possibilité pour l'employeur de prendre en charge jusqu'à 75% du coût de ces titres de transport, tout en bénéficiant du régime social et fiscal intéressant, c'est-à-dire une exonération de cotisation sociale, de CSG, CRDS et d'impôt sur le revenu pour le salarié. Donc ce dispositif, cette prise en charge facultative au-delà de 50% jusqu'à 75% a été exceptionnellement reconduite à nouveau pour l'année 2025. Maintenant, très rapidement, je vais vous parler du dispositif de l'APLD rebond. C'est un dispositif d'activité partielle. C'est un nouveau dispositif qui est mis en place pour soutenir les entreprises en difficulté et qui vise à préserver l'emploi. Donc, le gouvernement souhaite que ce dispositif réponde à une logique de soutien et de responsabilisation des entreprises en difficulté. Donc, il va falloir que l'employeur prenne des engagements concrets pour maintenir l'emploi et des engagements concrets également en matière de formation professionnelle en contrepartie du coût de cet APLD rebond qui, a priori, permettrait d'avoir des niveaux d'indemnisation qui seraient meilleurs, par exemple, que l'ancien APLD.
À ce jour, pour son entrée en application, nous sommes dans l'attente d'un décret d'application qui est en cours de négociation avec les partenaires sociaux. Donc cet APLD rebond n'est pas encore monopolisable par les sociétés. On attend des précisions sur les durées d'indemnisation, le niveau d'indemnisation et le pourcentage d'activité réduite qui va être autorisé. En tout état de cause, ce qu'on sait, c'est que pour recourir à cet APLD rebond, il faudra conclure soit un accord d'entreprise au niveau de l'entreprise, soit être couvert par un accord de branche au niveau de la convention collective. Et dans ce cas-là, l'employeur pourra mettre en place le dispositif d'APLD rebond en rédigeant simplement un document unilatéral. Donc voilà, on devrait avoir des précisions très prochainement pour l'entrée en vigueur de ce nouveau dispositif. Et comme on était plutôt arrivé avec des mauvaises nouvelles jusqu'à maintenant, on va parler maintenant des avantages en nature et notamment des avantages en nature véhicules, puisque là, pour le coup, on a de nouveau une réforme qui date du 25 février 2025 et qui vient changer ce qui existait depuis 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature. La seule partie qui va changer, c'est concernant les avantages en nature véhicules. Le reste, les autres calculs ne changent pas. Mais par contre, on a une grosse modification de la façon de calculer les avantages nature véhicules. On est sur une modification qui est à prendre en compte à partir du 1er février 2025. Et la date du 1er février 2025 s'entend en date de mise à disposition du véhicule. Ce n'est pas la date d'achat du véhicule, ce n'est pas la date de première immatriculation, c'est vraiment la date à laquelle on met à disposition le véhicule. Donc tous les véhicules qui ont été mis à disposition avant le 31 janvier 2025 restent sur les anciens calculs. Tous les véhicules qui sont mis à disposition à compter du 1er février 2025 sont sur les nouveaux barèmes. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le même véhicule mis en place avant et mis en place après aura bien deux façons de calculer l'avantage nature différentes. C'est bien la mise à disposition du véhicule pour une personne qui va engendrer ce calcul-là. Et donc, depuis le 1er février 2025, qu'est-ce que l'on a? On a, pour les véhicules achetés, historiquement, nous avions 9% du coût du véhicule qui permettait de calculer l'avantage en nature. Et à partir du 1er février, on ne sera plus sur 9%, mais sur 15% du coût d'achat. Lorsque l'on prend en charge le carburant, on était historiquement à 12% et on va passer à 20% du coût d'achat du véhicule. Dans le cadre d'un véhicule loué, on pouvait appliquer donc un calcul de 30% de la valeur globale de location. Alors location, entretien et tout ce qui va autour, tout le coût global du véhicule. Mais on était à 30% pour passer maintenant à 50%. Et enfin, lorsque l'on prend en charge le carburant, on était historiquement à 40% pour passer maintenant à 67% du coût du véhicule. Dans la slide suivante, on vous a mis quelques exemples pour comprendre. Donc, concrètement, ça a un impact côté salarié et un impact côté employeur. Côté salarié, vu que l'avantage en nature va être augmenté, ça veut dire que la rémunération brute va être augmentée. Les cotisations sociales vont s'appliquer et comme vous le savez, l'avantage en nature vient se déduire après les cotisations. Donc, on aura concrètement des cotisations sociales côté salarial et côté employeur qui vont augmenter. Et donc, pour le salarié, une rémunération nette inférieure et pour l'employeur, un coût global qui va fortement augmenter. Pour donner quelques exemples, on a essayé de prendre un véhicule tout simple, un véhicule qui a une valeur de 30 000 € à l'achat, donc sans la prise en charge du carburant. Sur la méthode de calcul historique, ça représentait un avantage en nature à hauteur de 225 € par mois. Avec la nouvelle méthode de calcul, on va arriver sur un avantage en nature à hauteur de 375 € par mois. Et si on prend en charge le véhicule, on va passer de 300 € à 500 € d'avantage en nature. Donc là, pour le coup, ça représente vraiment des sommes qui sont importantes et qu'il va falloir peut-être avoir en tête que l'avantage en nature véhicule n'aura en tout cas plus le même intérêt et le même impact que ce qu'il pouvait avoir auparavant. Et pour être tout à fait complet sur ce sujet-là, on a même des réflexions qui sont en cours chez certains de nos clients pour se poser la question de remettre en pratique des choses qu'on faisait moins, telles que par exemple le remboursement d'indemnités kilométriques plutôt que de mettre en place des voitures de fonction. Mais du coup, excusez-moi, juste Oui. pour comprendre, parce que vous disiez en préalable que c'était une bonne nouvelle, non? Non, c'est toujours pas une bonne nouvelle, malheureusement. Je pense que c'était ironique.
Ah d'accord, ok, d'accord, c'était ironique. Excusez-moi, je n'avais pas perçu. Tout Donc à fait. j'attendais l'intérêt pour les salariés et là, du coup, Non, je non, ne le non. voyais pas en fait. Malheureusement, non. Effectivement, il y a vraiment un surcoût pour tout le monde. Et comment mettre en place des indemnités kilométriques quand c'est une voiture de Alors, enfin, liée à la fonction? C'est un peu compliqué, non? pour le coup, c'est sur le renouvellement du véhicule que la question va se poser. On a pas mal de clients qui nous ont sollicité pour justement ne pas renouveler la voiture et pour partir sur des remboursements de l'indemnité kilométrique vis-à-vis de leurs salariés. D'accord, merci. Et nous, on vient pile poil de renouveler notre flotte de véhicules, mais au 1er février et on ne savait pas ça avant, en fait. Il n'y avait pas d'infos avant sur quelle sauce on allait être mangé par rapport à ces avantages en nature. Eh ben, surtout que le décret, Parce que bien évidemment, est sorti courant en février 2025 pour une ouais, application au 1er mais février. est-ce qu'on avait des alertes? Est-ce que j'aurais pu avoir l'info avant, en fait, pour dire à mon patron: «Stop, changez pas tout de suite»? Je suis même pas sûr. Adèle, est-ce que Non, vous... non, ça arrivait après. En fait, c'était une Ouais. application rétroactive. Mmh. Mmh. La loi est tombée courant février ou voire mars, mais avec une application dès le 1er février. Mmh. C'est un Ouais. truc de dingue, ça. Donc on ne Et pouvait pas si optimiser, malheureusement. on va sur des véhicules de service, on n'est plus soumis à Alors, ça? et effectivement, si vous allez sur des véhicules de service, vous n'êtes plus soumis à ça. Par contre, il faut faire très attention parce que, évidemment, que les contrôleurs URSSAF vont bien voir qu'il y a une sorte d'effet d'aubaine de passer sur un véhicule de service et non pas un véhicule de fonction. Donc, il faut bien vous assurer que vous rentrez bien dans le cadre du véhicule de service et que vous ne pourriez pas vous faire retoquer par l'URSSAF pour un calcul comme un véhicule de fonction. Alors, c'est-à-dire? Le véhicule de service, c'est un véhicule qui n'est pas mis à disposition personnelle du salarié. C'est uniquement pour son activité professionnelle. Donc, il ne faut pas qu'il parte en vacances avec, il ne faut pas qu'il l'utilise pour rentrer chez lui. Il faut vraiment que ce soit un véhicule uniquement professionnel. Et il conviendra de le prouver vis-à-vis de l'URSSAF, évidemment. Ouais, s'il le pose à l'usine, par exemple, le vendredi soir, c'est ça, c'est OK, puis il le reprend le lundi matin. Qu'il le pose à l'usine, qu'il ne s'en sert pas pour faire son trajet, pour se rendre sur son domicile. Voilà, faut être sûr quand même qu'on est bien sur véritablement un véhicule de service. Et là où vous risquez potentiellement d'avoir des soucis, c'est que si historiquement vous avez un véhicule de fonction qui se transforme en véhicule de service, évidemment que le contrôleur va être plus attentif à ce véhicule-là. OK, merci beaucoup. J'ai sauté oui, merci Adèle. Le régime dérogatoire pour les véhicules électriques. Donc, pour bien comprendre, nous avions un régime dérogatoire sur la mise à disposition des véhicules 100% électriques et uniquement 100% électriques qui permettait d'avoir un abattement de 50% de l'avantage en nature, plafonné à 2 000 € par an. Et donc, depuis la nouvelle réforme, là, par contre, c'est cette fois plutôt positif. Les véhicules 100% électriques bénéficient cette fois d'un abattement de 70% de l'avantage en nature et plafonné à 4 582 € par an. Et puis, le dernier sujet concernant les avantages en nature, c'est concernant les bornes de recharge. La mise à disposition d'une borne de recharge sur le lieu de travail va rester exonérée jusqu'au 31 décembre 2027. Par la suite, on ne sait pas ce qui arrivera. Et pour les bornes qui sont installées en dehors du lieu de travail, donc a priori chez le salarié directement, la prise en charge par l'employeur des frais relatifs à l'installation et à l'achat de la borne sont exclus, donc continuent de bénéficier de cette exonération si le salarié restitue la borne à la fin du contrat de travail. En cas de prise en charge par l'employeur des autres frais qui pourraient être liés à l'utilisation de la borne, pardon. Alors, j'ai plus de retour. Je ne sais pas si vous me voyez toujours. Oui, oui, Est-ce que vous m'entendez? oui, on Parfait. t'entend. C'est parfait, ouais. Je vais lui mettre un petit message dans le chat. Donc, je n'ai pas de retour de son. Je ne sais pas si vous m'entendez. Visiblement, c'est lui qui nous entend plus. Ah, alors je vois que vous m'entendez. C'est chez moi que ça ne marche pas. OK. Juste pour terminer sur effectivement
les autres frais d'utilisation de la charge, de la borne de recharge électrique qui serait installée hors lieu de travail. Là, pour le coup, cette prise en charge donc, est exclue de l'assiette de cotisation dans la limite de 50% du montant des dépenses réelles que le salarié pourrait engager. J'espère que vous avez pu entendre la fin de la phrase, mais a priori, ça marche de votre côté. Parfait. Alors, normalement, j'avais, pour terminer notre discours, un petit laïus sur les autres mesures. Si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc, concrètement, il y a d'autres mesures qui sont prises en charge, qui sont dans ces lois de finances qui viennent de sortir et qui n'ont pas été détaillées dans la présentation d'aujourd'hui. On vous les a mises sur les slides que vous recevrez derrière par email de la part d'Ecobiz. Donc, on vous a mis le détail dessus.